des armes déguisées. Depuis l'invention des armes à feu, les concepteurs d'armes ont constamment cherché à les améliorer. Certains se sont concentrés sur l'amélioration de la portée ou de la précision, d'autres sur l'augmentation de la cadence de tir ou de la capacité des munitions. Cela a conduit à la création d'armes emblématiques et infâmes qui peuvent en délivrer un taux de tir dévastateur pour faucher des dizaines d'ennemis, ou délivrer des tirs d'une précision incroyable à des distances incroyables. Il y a cependant des conceptions d'armes à feu qui ont emprunté une voie différente. Fabriquées avec l'idée de dissimulation, voici quelques exemples d'objets apparemment banals qui cachent un secret mortel. Le pistolet mallette. Dans les années 1970, une série d'attaques terroristes a conduit à la nécessité de protection parmi les politiciens et autres membres éminents de la société. Voyant une opportunité, le fabricant d'armes à feu allemand Heckler & Koch a commencé à développer un moyen pour les gardes du corps de ces individus de transporter une puissance de feu supplémentaire dans un paquet dissimulé. Connu sous le nom de Special Coffer ou Special Case, le pistolet mallette est un étui discret qui ne semblerait pas déplacé dans n'importe quel bureau ou bâtiment gouvernemental. Cependant, à l'intérieur, au lieu de contenir des documents, il contenait une mitraillette HK MP5. Déjà une arme compacte, le MP5 était et est toujours un pilier des équipes Special Weapons and Tactics et d'autres forces à travers le monde qui se livrent à des combats en quartier fermé. Avec l'ajout du Special Coffer, la polyvalence de l'arme n'a fait qu'augmenter. Le pistolet mallette se composait d'un étui en aluminium recouvert d'une finition en plastique noir et pesait 3,3 livres sans l'arme à feu. D'un côté se trouve une ouverture pour le museau d'un MP5K, la version la plus courte du MP5. L'arme serait montée sur l'étui à l'aide d'un crochet en forme de griffe et reliée à la gâchette par une série d'actionneurs métalliques. Pour tirer, la gâchette se trouvait sur la poignée de transport de l'étui. Il n'y avait pas d'extracteur pour les douilles vides. La cartouche utilisée tombait au fond de l'étui. H et K a également créé un Special Tache, ou un sac spécial, qui était déguisé en étui de transport en cuir, qui avait une ouverture, permettant à l'utilisateur d'insérer sa main, pour utiliser plus efficacement l'arme à l'intérieur, et qui n'a pas de gâchette intégrée sur la poignée. Pour l'utiliser, l'opérateur devait insérer sa main dans l'étui afin de manipuler manuellement l'arme. Le pistolet mallette est facilement dissimulé pour être utilisé par les gardes du corps des personnes très importantes. Si le besoin se fait sentir, ils peuvent délivrer un flot de tir sans avoir à sortir une arme, leur permettant de réagir rapidement à toute menace. Il y a cependant quelques inconvénients. Viser avec l'étui est difficile, car le positionner dans une position de tir standard est au mieux maladroit et annule l'objectif de la puissance de feu déjà disponible et ne serait efficace qu'à très courte portée. Il n'y a également aucun contrôle sur l'arme à feu autre que la gâchette. Pour accéder à l'arme, comme pour recharger, il faudrait ouvrir l'étui et retirer l'arme avant de recharger, de dégager les enrayements, ou toute autre fonction. Cela peut être fait facilement en ouvrant l'étui avec une paire de fermoirs en acier inoxydable, bien que cela coûte de précieuses secondes lorsque le temps est critique. H et K a vendu des milliers de ces étuis, un très grand nombre étant envoyé au Moyen-Orient. Lors de l'invasion de l'Irak en 2003, les forces américaines en ont découvert 24, mais ils n'ont pas été utilisés. En Union soviétique, une autre mallette pistolet a été créée. Elle a un design similaire, mais beaucoup plus simple que la version H et K. La poignée de transport est directement attachée à l'arme, dans ce cas un AKS-74U. Lorsqu'elle est activée, le reste de la mallette tombe simplement, laissant la poignée et l'arme toujours dans la main de l'utilisateur, et elle est prête à tirer de manière standard. La poignée amovible permet de ne pas obstruer les viseurs lors du tir. Connu sous le nom de mallette opérationnelle, le système était destiné aux officiers du Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti, nécessitant une puissance de feu supplémentaire sans porter ostensiblement un fusil d'assaut. Une mitraillette MP5 de rang S, regarde ça. Il est parfait pour le combat rapproché, et c'est le favori des mercenaires de sécurité privée dans le monde entier. Mais est-ce que cette chose serait encore utile aujourd'hui, puisque personne n'utilise plus de mallette, à moins que... Je ne sais pas, tu sois un gars de Wall Street à l'ancienne? Les stylos à plume pistolet. La plume est plus puissante que l'épée, et certains ont pris cela à cœur. Dès le 19e siècle, avec l'introduction de cartouches métalliques autonomes, toutes sortes d'armes à feu ont été construites autour d'objets de tous les jours, tels que des parapluies, des cannes, des montres, et une multitude d'autres articles. L'un des articles les plus populaires qui contenait une arme à feu cachée était de simples stylos à plumes. Au XXe siècle,
Les stylos étaient couramment utilisés comme moyen pour quelqu'un, généralement un espion ou un autre type d'agent secret, de porter une arme sans éveiller les soupçons. Il existe divers modèles de stylos-pistolets, chacun ayant ses spécificités, mais ils partagent des traits communs. Ils sont généralement de petit calibre, car le stylo-pistolet doit pouvoir se faire passer pour un stylo ordinaire, dont les grosses cartouches, comme les balles de fusil, et les cartouches de fusil de chasse ne sont pas réalisables. Un stylo-pistolet antique, en possession du Federal Bureau of Investigation, était chambré pour le calibre 38 Short Colt, une cartouche à poudre noire obsolète, tandis que d'autres sont chambrés en calibre 22, 32, Automatic Colt Pistol, et un certain nombre d'autres. De plus, vu leur taille réduite, ces pistolets ne tirent qu'une seule balle à la fois. Comme il manque souvent d'un extracteur ou d'un éjecteur, le stylo doit être ouvert, ou même démonté, la douille usée retirée manuellement, une nouvelle cartouche placée, et l'arme remontée avant de pouvoir tirer à nouveau. Comme les stylos-pistolets sont conçus pour être dissimulés plutôt que pour être efficaces, ils présentent de sérieux inconvénients en tant qu'arme. Outre le fait qu'ils ne tirent qu'un seul coup, un autre problème est leur portée et leur précision, ou plus précisément, leur absence totale. Comme il a la longueur d'un stylo ordinaire, le canon du pistolet est petit. Comme les gaz en expansion de la cartouche n'ont pas le temps de s'accumuler avant que la balle ne sorte du canon, le projectile obtient une faible vitesse à la bouche, quel que soit son calibre. La précision en souffre également. Une source affirmant qu'il serait presque impossible de toucher quoi que ce soit à plus de 20 pieds, avec une quelconque précision. En somme, les stylos-pistolets sont inutiles dans un combat prolongé, ou dans toute altercation où l'ennemi est susceptible de riposter. Ils sont mieux utilisés clandestinement, capables de délivrer un tir unique à très courte portée sur des cibles insoupçonnées, qui croient que le porteur est désarmé. Cela peut fonctionner pour des assassinats ou comme outil d'autodéfense, mais sinon, les stylos-pistolets sont plus à leur place sur grand écran ou comme objet de collection pour les passionnés d'armes à feu. La canne pistolet et les fusils de braconnier. Pour ceux qui recherchent une puissance de feu dissimulée avec plus de poids qu'un stylo, une alternative sous forme de fusil-canne était disponible. Logés autour d'une canne de marche pour gentleman, ils peuvent être chambrés avec des munitions plus puissantes, comme des cartouches de fusil et de chasse. Ce sont des armes très rudimentaires, essentiellement juste un canon, une gâchette et des éjecteurs manuels simples pour l'étui usé, et ont rarement d'autres caractéristiques telles qu'une visée. Ces armes servent surtout à l'autodéfense, permettant aux gentlemen de se protéger en cas d'agression, mais sont plus fréquemment des pièces de collection originales pour les amateurs excentriques. Elles sont quelque peu difficiles à produire par rapport aux armes à feu, dédiées en raison de l'ingénierie nécessaire pour rendre l'arme utilisable, tout en étant capable de se faire passer pour une canne ordinaire, et leur utilisation était souvent reléguée aux classes vraiment supérieures. Similaires et souvent confondus avec les cannes à fusil, les fusils de braconnier sont des armes à feu pliables, conçues pour ceux qui choisissent d'ignorer les lois sur la chasse. Ils étaient des courants en Grande-Bretagne, au début du XXe siècle, bien qu'ils aient souvent été fabriqués dans d'autres pays, en particulier en Belgique. Parmi les plus courants, on trouvait des armes à feu à un coup à ouverture brisée, chambrées en 410, et disponibles en un ou deux canons. La crosse aurait de grandes échancrures, et les mécanismes sont rudimentaires, tout cela dans le but d'économiser du poids et de l'espace. Pesant seulement 3 livres et demi, soit à peu près le même poids qu'un gros pistolet, il était facile à dissimuler sous un manteau, ce qui permettait à un braconnier de se promener dans la campagne, apparemment désarmé. Si l'occasion se présentait, l'arme pouvait être dépliée et le gibier récolté, sans aucun respect pour la propriété du propriétaire foncier. Clairement, ces armes n'étaient pas présentées comme des armes de braconnage. Au lieu de cela, elles étaient présentées comme une simple arme pour chasser les lapins et autres petits gibiers, ou pour qu'un garçon puisse pratiquer le tir. Elles étaient souvent non marquées et étaient vendues sans nom de société, numéro de série ou toute autre marque d'identification, simplement annoncées comme des fusils pliants simples. Les fusils des braconniers étaient aussi peu coûteux. Dans le catalogue de 1912, ils commençaient à 1,5 livres, soit environ 123 livres ou 150 $ en argent d'aujourd'hui, les rendant abordables pour les classes inférieures de la société. En raison de la législation concernant les armes à feu, l'autodéfense et la chasse, les fusils de canne et les fusils de braconnier sont rares. On les trouve principalement dans des collections privées, comme pièces de musée ou en train de prendre la poussière dans un coin oublié d'un grenier. Le gant-pistolet. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
Les concepteurs d'armes rivalisaient pour créer des armes à feu plus meurtrières, donnant un avantage à leur camp contre l'ennemi. Bien que sans aucun doute créatives, certaines tentatives auraient peut-être mieux fait de rester sur la planche à dessin. Breveté en 1944, le Sedgley Office of Strategic Services 38 a été conçu pour le bureau du renseignement naval par Stanley Haight et a été désigné comme mécanisme de tir à la main. Mark II. Le mécanisme est une arme à feu à un coup, à ouverture par cassure, qui chambre une seule cartouche de calibre 38. L'ensemble de l'appareil serait monté à l'arrière d'un gant de travail en cuir ordinaire. L'arme est tirée par un piston parallèle au canon de 3 pouces. Pour tirer avec l'arme, l'utilisateur n'aurait qu'à faire un point et frapper la cible prévue, délivrant un coup unique et dévastateur. Elle pourrait être activée en utilisant la main opposée, bien que cela place les doigts de l'utilisateur dangereusement près de l'extrémité active de l'arme à feu. Un second tir nécessitait que l'utilisateur ouvre l'arme, retire la cartouche vide manuellement, charge une nouvelle, puis ferme l'arme. Si tout le reste échoue, le porteur a également un solide morceau d'acier sur son poing pour matraquer la victime. Essentiellement, il était destiné à être envoyé au théâtre du Pacifique, pour être utilisé par les troupes qui combattèrent les Japonais. Le gant-pistolet, à l'inverse d'autres armes déguisées, n'était pas destiné aux assassinats. La dissimulation est presque impossible, à moins que l'utilisateur ne porte des manches très longues et garde constamment ses mains le long du corps. Le gant-pistolet était une arme de dernier recours. L'intention serait de le distribuer aux troupes qui, en théorie, auraient une arme à portée de main, littéralement, en tout temps. Si le soldat est pris au dépourvu sans son arme habituelle, il aurait toujours une chance de se défendre, s'il était capturé. Lorsque le potentiel prisonnier est fouillé avant d'être capturé, un seul coup de poing à la tête lui donnerait une chance de s'échapper. L'arme était montée à l'arrière du gant, plutôt qu'à l'avant, de sorte que l'utilisateur avait toujours l'usage complet de ses mains pour ses tâches habituelles, sans être gêné. Il y a quelques inconvénients à cette arme. La portée était à bout portant, littéralement. La cible doit être à portée de main pour que cela fonctionne. Si la victime prévue voit simplement venir le coup de poing et recule, l'arme devient inutile. De plus, comme il a été conçu comme une arme de dernier recours pour ceux qui sont capturés, il n'a qu'une seule cartouche. S'il y a un autre soldat ennemi qui les couvre, il n'y a aucune chance de recharger pour un autre tir, quelle que soit la distance. Enfin, l'arme a une sûreté pour éviter les décharges accidentelles. Désactivez cela avant usage. Sinon, l'utilisateur se contentera de frapper un ravisseur armé sans effet supplémentaire. Les informations sur l'utilisation du gant-pistolet sont pratiquement inexistantes, bien qu'il y ait quelques indications que certains ont trouvé leur chemin entre les mains des bataillons de construction navale ou des CB. On ne sait pas combien ont été fabriqués, les estimations allant de 50 à environ 200. Il n'y a pas de cas enregistré de son utilisation réelle au combat, et il est entré dans l'histoire comme un morceau de matériel militaire créatif qui a des applications limitées et a plus d'impact à Hollywood que sur le champ de bataille. Voudriez-vous être frappé par cette chose? Je sais que je ne voudrais pas. Et saviez-vous que ce gant a fait une apparition dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino? Oui, dans le film, il a été utilisé par l'un d'eux, lors de leur mission pour tuer les méchants. La mitraillette UC9. En général, les pistolets de mitrailleurs offrent une puissance de feu compacte dans un format réduit. Non content de simplement fabriquer une arme plus petite, l'armurier Utah Connor a emprunté une voie différente pour créer une arme à feu dissimulable. Le UC9, également connu sous le nom de DEB M21 après David A. Botman, un collaborateur du projet, est fonctionnellement un Uzi, chambré en 9 mm Parabellum, avec une cadence de tir de 700 à 900 coups par minute, alimenté par un chargeur de 32 cartouches. À quelques modifications internes mineures près, il est identique à son homologue plus célèbre. Déjà une arme compacte et relativement facile à dissimuler, le UC9 pousse la dissimulation un cran plus loin. Alors que la plupart des armes pliables disposent d'une crosse pliante simple pour économiser de l'espace, le UC9 se plie entièrement en deux. Cela lui permet de se replier en une petite boîte facile à transporter qui ne ressemble en rien à une arme à feu. En cas de besoin, l'arme peut être dépliée à sa pleine longueur, puis la poignée de pistolet du putantobois du chargeur était mise en position, et la poignée de chargement est tirée pour armer l'arme, et elle est prête à tirer, tout le processus ne prenant que quelques secondes. L'arme est désarmée, et n'a pas de cartouche dans la chambre lorsqu'elle est pliée, ce qui la rend sûre à transporter sans risque de décharge accidentelle.
Afin d'aider le UC9 à se fondre davantage dans la masse, la coque extérieure de l'arme a été déguisée pour ressembler à une stéréo portable des années 80, connue sous le nom de Boombox, et comprenait même une grande poignée de transport et une antenne télescopique pour compléter l'illusion. Connaît a fabriqué 9 armes complètes, ainsi qu'une centaine de récepteurs, avant que la loi Hughes n'entre en vigueur en 1986, rendant la création de nouvelles armes à feu, entièrement automatiques, pour les civils aux États-Unis illégales. Après sa mort, les récepteurs supplémentaires ont été transférés à Michael Shine, qui a mis à jour le design, affinant le fonctionnement interne en un modèle plus efficace à partir de la preuve de concept créée par Connor. Shine a également retiré l'extérieur de la boombox, car au moment où il a pu produire sa version de l'arme, cette technologie était terriblement dépassée et ne servirait qu'à attirer plus d'attention. Au lieu de cela, le UC9 replié ressemble à une mallette banale qui peut se fondre pratiquement partout. Comme seulement quelques-unes de ces armes ont été fabriquées avant l'arrêt de la production, ainsi que les nombreuses restrictions légales sur les armes automatiques, les quelques douzaines de UC9 sur le marché aujourd'hui se vendent à un prix élevé, de plus de 12 000 $ chacune. Bien que novateur dans sa conception, l'idée d'une arme à feu pliable et dissimulée de ce type n'a jamais été adoptée, et le projet est considéré comme une curiosité dans le monde des armes à feu. La mitraillette UC9 est apparue dans le film Robocop 2 en 1990. Cette arme apparemment inoffensive a sa poignée de chargement dangereusement proche du museau. Ce design pourrait vous faire sauter les doigts, mec. La main du tireur est près du museau lors du chargement de l'arme. Et en parlant de dangereux, les pistolets empoisonnés du comité de Gosudarbstvennoy Bezopasnosti. Le 7 septembre 1978, le dramaturge bulgare et transfuge Georgi Markov attendait un bus au pont de Waterloo à Londres, lorsqu'il a ressenti une vive douleur à l'arrière de sa cuisse droite. En se retournant, il a vu un homme ramasser un parapluie, s'excuser de l'avoir piqué à la jambe avec, puis se précipiter vers un taxi qui l'attendait de l'autre côté de la rue. Peu de temps après, Markov a développé une forte fièvre, a eu des difficultés à parler, et une pression artérielle élevée. Il a été hospitalisé d'urgence et est mort 4 jours après. Une analyse post-mortem a découvert une sphère d'1,5 mm faite d'iridium et de platine, avec une paire de trous percés dedans formant un puits. Bien qu'il ne puisse être confirmé, on a déduit que le puits contenait probablement de la ricine, un poison mortel, et que la pastille était recouverte de cire qui maintenait la toxine en place, qui fondait à la température du corps, libérant la ricine. Un examen plus approfondi des vêtements de Markov a éclairé sur l'arme du meurtre. Comme la pastille a été tirée à bout portant, un propulseur combustible comme la poudre à canon laisserait des traces de matière brûlée, ce qui n'a pas été trouvé. Il est probable que l'arme utilisée était un pistolet à plomb pneumatique déguisé en parapluie ordinaire, la propulsion étant assurée par une cartouche de CO2. Il est fort probable que le coupable était le service de sécurité de l'État bulgare, qui a agi en corroboration avec le comité de Gosudarbstvennoy Bezopasnosti soviétique. Markov était un critique ouvert du régime communiste bulgare et était un contributeur régulier à Radio Free Europe, qui cherchait à saper les gouvernements communistes. Ajoutant du crédit à cette affirmation, il y a eu une tentative d'assassinat d'un autre transfuge bulgare, Vladimir Kostov. Kostov vivait à Paris et a également été frappé à la jambe par un petit plomb qui présentait les mêmes symptômes, bien qu'il ait réussi à se rétablir. Les armes empoisonnées ont été utilisées à plusieurs reprises par les gouvernements communistes pour éliminer les indésirables. À la fin des années 1950, le comité de Gosudarbstvennoy Bezopasnosti autoriserait l'assassinat de 2 nationalistes ukrainiens vivant à l'étranger. En 1957, Lev Rebet, ancien leader du gouvernement ukrainien, s'est effondré dans son bureau de Munich. Le diagnostic de sa mort était une crise cardiaque. 2 ans plus tard, Stepan Bandera, un leader de la résistance ukrainienne et anticommuniste, s'est également effondré dans une rue de Munich. Cependant, sa mort a été attribuée à un empoisonnement aigu au cyanure. La cause exacte de ces décès et leur lien ne deviendrait clair qu'en 1961, lorsque l'assassin Bogdan Stachinski a fait défection à Berlin-Ouest. Il a révélé son raisonnement et les moyens utilisés pour les meurtres. Les 2 hommes ont été tués à l'aide de pistolets à brume de poison, qui fonctionnent sur le même principe qu'un atomiseur de parfum, similaire à une bouteille de spray courante. Ces tubes métalliques contiendraient du cyanure, qui serait pulvérisé sur le visage de la cible, qui inhalerait le gaz, puis s'effondrerait, mourant d'une apparente crise cardiaque. C'est exactement ce qui est arrivé à Lev Rebet, qui a été assassiné avec une conception à un seul canon de l'arme.
Banderas serait tué avec une version affinée du pistolet raté, qui contenait 2 canons. Stachinski a activé les 2 canons de cyanure dans le visage de Bandera, mais en raison de la haute concentration de poison, le produit chimique a été détecté, éliminant les causes naturelles comme raison de la mort. Bien que les armes ne se cachent pas aussi bien de la vue de tous qu'un parapluie à plomb, elles sont suffisamment petites pour être cachées dans un journal plié ou un autre objet discret. De plus, contrairement aux armes à feu conventionnelles, qui font un grand bruit lorsqu'elles sont tirées, ces armes sont presque silencieuses, ce qui permet à un assassin d'empoisonner sa cible sans attirer une attention indue, un élément vital des opérations clandestines. Bien qu'elles ne soient techniquement pas des armes à feu, car elles n'utilisent pas de poudre combustible pour propulser leur charge, ces dispositifs ne sont pas moins mortels pour ceux qui ont le malheur de les rencontrer. Apprendre l'existence du pistolet empoisonné du Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti, c'est comme se retrouver dans un vrai James Bond. Toutes ces armes secrètes cachées dans des objets de tous les jours brouillent un peu la ligne entre les films d'espionnage et les réalités de la guerre clandestine. Dans le monde de l'espionnage, le danger rôde à chaque coin de rue. Le pistolet caméra à rayon X. Parfois, les armes cachées ne sont pas conçues, mais plutôt improvisées en pot à des fins néfastes. En 1946, Pearl Lusk, qui venait de déménager à New York, a été approché par un homme nommé Allen Larue, un expert en assurance qui a demandé à une femme au chômage de suivre une présumée voleuse de bijoux. Acceptant, Larue a fourni à Lusk ce qu'il appelait une caméra à rayon X, qui serait capable de détecter tout bijou volé sur la voleuse présumée. La caméra était elle-même enveloppée dans un paquet vert et rouge, ressemblant à un cadeau de Noël. La veille du Nouvel An, Lusk a trouvé sa cible, Olga Trapani-Rocco, près de la station Times Square. Selon les instructions de Larue, elle a dirigé l'obturateur de la caméra vers la taille de Rocco, l'endroit où l'on pourrait trouver les bijoux volés présumés. Quand elle a tiré sur le fil déclencheur pour activer l'appareil, une forte explosion a retenti. Rocco est tombé au sol en hurlant. La police était rapidement arrivée sur les lieux et Rocco a été transporté d'urgence à l'hôpital où sa jambe a été amputée, bien qu'elle ait survécu. Une enquête a révélé que la caméra à rayon X contenait un fusil de chasse caché. Lusk a été placé en garde à vue, et il est rapidement apparu qu'Allen Larue était en réalité Alphonse Rocco, le mari d'Olga, dont le mariage avait été annulé 2 mois avant l'incident. Il menaçait son ex-femme depuis leur séparation, obligeant Olga à demander la protection de la police. Après la fusillade, une chasse à l'homme pour Rocco a été lancée. Finalement rattrapé dans le nord de l'État de New York, il a été tué par la police après une brève fusillade. Pour sa part dans la fusillade, Pearl Lusk serait libérée de garde à vue. Et par coïncidence, elle et Olga Trapani deviendraient amies, restant en contact pendant de nombreuses années par la suite. Tout au long de l'histoire, il existe de nombreux exemples de personnes qui ont utilisé des moyens ingénieux pour déjouer les regards indiscrets et cacher des armes mortelles en pleine vue. Donc, il y a de nombreux exemples d'armes cachées de la vue de tous. Elles sont plutôt ingénieuses, vous ne trouvez pas? Mais si vous deviez classer ces armes, laquelle pensez-vous être la meilleure? Je pense que le pistolet à rayon X l'est définitivement.